Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, le cas Marisol Touraine brouille la campagne d'En Marche en Indre-et-Loire avec toujours des questions sur sa stratégie dans la 3e circonscription. On vous en dit plus dans quelques instants. Carton rouge pour l'Indre-et-Loire en matière de réduction des déchets. La Touraine figure parmi les 3 plus mauvais élèves en France. Explication dans ce journal. Et puis on prendra la direction du Loir-et-Cher pour découvrir le jardin des Métamorphoses. Œuvre d'une passion familiale, ce jardin privé expose de l'art contemporain. Il fait partie des jardins présentés dans le cadre de la nouvelle saison culturelle de la mission Val-de-Loire. Vous l'avez certainement constaté, l'ambiance était estivale aujourd'hui avec des températures supérieures de 10 degrés au normal de saison. Cet après-midi, on a relevé 27 degrés à Tours et même 28 degrés dans le secteur de Chinon où il a fait le plus chaud en Indre-et-Loire, même si on est loin des records de 1992 où il avait fait presque 30 degrés. Météo France qualifie cet épisode de chaleur d'assez exceptionnel. Alors profitez-en, ça ne va pas durer car dès demain soir, l'arrivée d'une perturbation accompagnée d'une chute spectaculaire des températures va nous faire perdre 10 degrés en l'espace de 24 heures. À un mois des élections législatives, difficile début de campagne pour le mouvement En Marche en Touraine. Le cas Marisol Touraine pose problème dans la 3e circonscription. Pour l'instant, aucun candidat pro-Macron investi face à elle, mais son refus de quitter le Parti socialiste commence à susciter des remous chez les militants d'En Marche. Audrey Champigny. Sur la photo de famille d'En Marche ce matin, 4 candidats pour 5 circonscriptions. Seul ombre au tableau, le cas Marisol Touraine, qui malgré les sourires affichés, est venu polluer ce lancement de campagne. Si Madame Marisol Touraine veut être candidate, il me semble qu'il faut qu'elle s'inscrive dans le cadre du mouvement En Marche et qu'elle abandonne l'investiture au titre du Parti socialiste. Clairement, elle ne peut pas jouer sur les 2 tableaux. De mon point de vue, non. On ne veut pas consommer d'énergie sur des polémiques, des chicayas inutiles. On veut se concentrer sur la rencontre, pour aller à la rencontre des électrices et des électeurs, pour essayer de les convaincre qu'on est d'un côté ni cohabitation et de l'autre ni frondeur. Tout au bout de la table, discrète mais bien présente ce matin, Virginia Marquez, pressentie sur la 3e circonscription si Marisol Touraine garde son étiquette socialiste. Soutenue par ses pairs, elle pourrait également compter sur un suppléant de choix, Jean-Marc Pichon, adjoint à Saint-Pierre-des-Corps et ex-cadre du PS. On est dans le dépassement de tout ça, on est dans un intérêt général et puis on attend. Ce qui va se passer demain, c'est autre chose. Je suis aujourd'hui dans un instant T et à une joie immense d'être avec mes collègues, mes amis qui vont très bien représenter la Touraine et la France. Si le sort législatif de la députée socialiste sortante sera définitivement scellé demain, la locomotive Macron a elle déjà pris le départ. Libre à Marisol Touraine de la prendre en marche ou non. Dans le Loir-et-Cher, après quelques cafouillages sur le nom de ses candidats sur fond de tension avec son allié Modem, En Marche publie la liste définitive des personnalités investies aux législatives. Marc Fesneau, le secrétaire général du Modem, est investi dans la 1re circonscription, celle de Blois. Jean-Luc Brault, le maire de Contres, est investi dans la 2e circonscription pour Romorantin et la vallée du Cher. Et enfin, Marlène Martin, une éditrice de 41 ans, est investie dans la 3e circonscription, celle de Vendôme. L'Indre-et-Loire, mauvais élève en matière de réduction des déchets. La Touraine fait partie des 3 départements français les moins efficaces, avec la Corse du Sud et la Lozère. En 10 ans, dans le département, le volume de déchets par habitant a fortement augmenté, d'après un classement publié récemment par le Figaro. Amanda Bruyère-Rivera. C'est un graphique du Figaro qu'aux Touraine propre ne veut pas voir. L'Indre-et-Loire aurait, selon les chiffres de l'ADEME, vu une inflation du volume de ses déchets par habitant de plus de 15% en 10 ans. Alors qu'au niveau national, ce volume stagne, voire diminue de 2%. Les Tourangeaux produiraient plus de déchets par habitant que la moyenne nationale. Des chiffres relativisés par Tours Métropole. Je ne me suis pas penché de près sur les documents fournis par le Figaro. Il n'est pas surprenant que le volume des déchets augmente. Et en règle générale, sur la Touraine, il y a 2 à 3% par an d'augmentation de ces volumes de déchets produits, du fait
d'un dynamisme démographique et aussi économique. Et c'est, je pense, tant mieux pour notre activité locale. À ces explications, l'élu ajoute l'afflux de touristes ou bien la création et l'agrandissement de déchetteries ces dernières années. Quoi qu'il en soit, il refuse de passer pour un mauvais élève. Mise en place de sacs biodégradables avant la loi nationale, location de vaisselle réutilisable aux associations, campagne de sensibilisation au public. La métropole affiche un taux au-dessus de 50% de valorisation de ses déchets. Cependant, la moyenne du département est à peu près à 40%, car il existe un écart important entre la ville et la campagne. Les difficultés sont plus, je dirais, en zone rurale. Donc en zone rurale, dans la mesure où il y a des frais de collecte, des difficultés de collecte qui sont importantes, qui entraînent des coûts importants. Et c'est difficile d'aller, je dirais, de rajouter d'autres frais liés à la réduction des déchets, d'autres politiques de communication dans ces secteurs-là. Par ailleurs, la métropole veut réorganiser son circuit de traitement des déchets. Elle prévoit la fermeture des sites d'enfouissement, l'ouverture d'un centre de tri interdépartemental à Tours, mais aussi la création d'une usine de biométhane ces prochaines années. Un arbitrage doit être pris avant cet été. Et puis ce coup de chaud lors du conseil municipal de Tours hier soir avec une passe d'armes entre l'opposition et le maire sur le projet de rénovation du quartier des Halles. Les élus socialistes et verts dénoncent un manque de concertation et une absence de diagnostic des besoins du quartier. Lancé il y a 2 semaines, l'appel à projet pour la rénovation des Halles se terminera le 13 octobre prochain. Des trésors cachés dans le grenier de l'Hôtel Gouin. 2 tableaux peints au XVIIe siècle sous Louis XIII viennent d'être retrouvés. Après de longues recherches menées par la Société archéologique de Touraine, ces œuvres s'apprêtent à dévoiler leurs secrets au public lors de la nuit européenne des musées le 20 mai prochain. Florent Clavel vous les présente en avant-première. 2 tableaux, un décor en trompe-l'œil et une huile sur toile, et même 3 si l'on est un peu joueur. Celui-ci, et c'est son originalité, possède 2 entrées de lecture, une BD avant l'heure en quelque sorte. La toile représente la profanation, puis la crémation de la dépouille de saint François de Paule par les protestants. Nous sommes au XVIe siècle au monastère de Plessis, aujourd'hui à La Riche. La toile est peinte un siècle plus tard. Au XVIIe siècle, lorsqu'on a réalisé ce tableau, c'était pour souligner les exactions des protestants. Louis XIII, pour affermir son pouvoir, mate cette rébellion protestante. Ce tableau-là fait partie de toute la propagande royaliste, catholique de l'époque. La seconde œuvre, un décor en trompe-l'œil du Christ, date elle aussi du XVIIe siècle. La toile est caractéristique de l'art hollandais par son silhouettage. Le sujet est quant à lui directement inspiré du peintre français Champaigne, conservé au Louvre. Outre le siècle, les 2 toiles de la Société d'archéologie ont un point commun. Leurs auteurs sont inconnus. Les sociétaires ont donc mené une enquête de plusieurs mois pour les faire parler. Soit au musée des Beaux-Arts pour des œuvres similaires, soit également jusqu'au musée du Louvre, et puis également dans les églises, puisqu'on a des œuvres notamment de Philippe de Champaigne qui sont déposées dans des églises de la même école. Ces œuvres, exhumées de l'Hôtel Gouin, font maintenant pleinement partie du patrimoine tourangeau. Elles seront exposées à partir de samedi à la chapelle Saint-Libert, à Tours, dans le cadre de la Nuit européenne des musées. Direction à présent le château de Candé en Indre-et-Loire qui nous propose, au travers d'une très belle exposition, de revivre le mariage du siècle, le mariage entre Édouard VIII et Wallis Simpson, l'union très controversée à cette époque entre l'héritier de la couronne d'Angleterre et la riche américaine divorcée 2 fois. Clémence Drouet. Vous avez ici une reconstitution de la pièce montée telle qu'elle était à l'époque, puisque ça a été réalisé d'après des photographies. Des plats en sauce à la pièce montée, en passant par la vaisselle, la table du banquet ne semble pas avoir bougé depuis l'union des Windsor. Pourtant, 80 ans se sont écoulés depuis le mariage du siècle. La scénographie retrace l'événement qui avait défrayé la chronique à l'époque. Le renoncement au trône du duc de Windsor au profit d'un mariage avec une simple roturière. Dans le château où a eu lieu la cérémonie, tout a été redisposé à l'identique.
Dès la première salle, vous avez des ambiances sonores, des ambiances olfactives, les senteurs, des bouquets de fleurs fraîches. Tout ça vous invite directement le jour du mariage. Finalement, vous vous attendez presque à les voir traverser la pièce, venir à votre rencontre. Et ça se veut participatif, ludique. Vous pouvez reproduire le nœud Windsor. Voilà, l'idée, c'est que ce soit le plus vivant possible. Wallis Simpson s'était installée dans le château, prêté par un couple d'amis milliardaires, quelques mois avant le mariage. Si elle n'a pas résidé dans la propriété avec son nouveau mari, chaque pièce porte tout de même les stigmates de leur passage. On retrouve la signature d'Édouard ainsi que celle de Wallis et le 3 juin 1937. La reconstitution a pu se faire grâce aux archives, aux articles de presse et aux vêtements du couple sulfureux. Pour l'occasion, la mairie de Mons a même prêté l'original du registre du mariage, une vraie relique. Et on part maintenant pour le jardin des Métamorphoses dans le Loir-et-Cher à Valère, près de Chaumont-sur-Loire. Autour d'un ancien prieuré, ce jardin privé expose de l'art contemporain. Ouvert au public quelques jours par semaine, le jardin des Métamorphoses participe à la nouvelle saison culturelle de la mission Val-de-Loire. Aurélie Renaud. Ce jardin, Marie-France en connaît tous les recoins. Petite, près du ruisseau, elle attrapait des centaines de grenouilles. Sa passion pour la culture lui vient de son grand-père, Daniel. Dans le potager, il mélangeait des fruits, des fleurs et des légumes, comme le fait aujourd'hui Marie-France dans le jardin de Curé. Un jardin qui nourrissait à l'époque toute la famille. Et on n'avait pas le droit d'y aller. Il était fermé. Et alors mon grand-père faisait la sieste tous les midis. Et alors, il n'était pas fermé à clé. Alors on y allait et j'ai eu des souvenirs de groseilles à maquereau extraordinaires puisque c'était interdit, de framboises, et je pense qu'il le faisait exprès. À 8 ans, Marie-France demande à son grand-père un bout de jardin. Il accepte. La transition est faite. Aujourd'hui, elle ne peut se balader sans son sécateur à la main. Marie-France aime les jardins à la française, mais elle s'y ennuie. Chez elle, le jardin mélange plusieurs atmosphères. Les taupières bien taillées, les vivaces dans les massifs à l'anglaise et les rhododendrons sur ce qu'elle appelle son île au Bouddha. Tout un espace ponctué d'œuvres d'art contemporain, comme ce voile de Loire, une sculpture de tissu, ou cette œuvre intitulée Entre Loire et Cher. C'est pas de la décoration, c'est quelque chose qui anime et qui finit par faire corps avec le jardin et qui met en valeur les deux. Le jardin des Métamorphoses. C'est aujourd'hui le nom de cet espace abrité par le prieuré du 11e. Un écrin que Marie-France a décidé d'ouvrir au grand public quelques jours par semaine. Je pense que j'étais faite pour ça, gratter la terre. J'ai vécu 20 ans à Paris, j'ai vécu à l'étranger. J'avais pas du tout la même santé que j'ai ici et la même philosophie, le même calme. Des visiteurs qui seraient bien étonnés d'apprendre que cette magicienne des plantes a fait toute sa carrière dans la haute finance entre Paris et Londres. L'artisanat, un secteur créateur d'emplois. En 2016, 664 entreprises artisanales se sont créées en Indre-et-Loire. Quelles sont les priorités de ces chefs d'entreprise et quelles conséquences sur les filières de l'apprentissage en Indre-et-Loire? Toutes les réponses avec Gérard Bobier, président de la Chambre de métiers de l'artisanat de l'Indre-et-Loire. À tout de suite.